De toute éternité, l'homme a entretenu avec la mort des relations complexes et passionnées. L'insupportable révélation de sa propre fin l'a très vite conduit à en contourner l'évidence en imaginant un au-delà, royaume invisible où il pourrait rejoindre, après le fatal passage, ses ancêtres disparus avant lui. Ici, les premières sépultures, les traces de cérémonies funéraires et les édifices érigés à la mémoire des défunts continuent de témoigner de cette quête millénaire, le rêve d'une vie éternelle. Il y a plus de 2000 ans, Grenoble se nomme Cularo, et ses habitants, de farouches guerriers d'origine celte, qu'on nomme les Allobroges, résistent à l'envahisseur romain avant d'accepter sa domination et d'entrer dans la paix romaine. Le bourg est alors doté d'une première enceinte qui protège la ville ancienne. Les morts étaient alors enterrés hors de la ville, sur l'autre rive de l'Isère. C'est donc ici que sont apparus les premiers mausolées, édifices funéraires construits à l'initiative des familles gallo-romaines les plus fortunées. Pendant que Cularo, devenu Gracianopolis, accueille ses premiers évêques dans le groupe épiscopal nouvellement construit, un grand mausolée de 3 niveaux voit le jour à Saint-Laurent. Il abrite les dépouilles des plus prestigieuses figures religieuses de la ville, et des groupes de chrétiens de plus en plus nombreux viennent se recueillir sur leurs tombes. Clovis, roi des Francs, renforce par son baptême le pouvoir et l'influence des autorités religieuses. En l'an 520, le grand mausolée sert de base à la construction de la première église. Cet édifice, cruciforme, marque la naissance de la crypte Saint-Oyan, important lieu de recueillement qui sera conservé et embelli au fil du temps. Dagobert, Pépin le Bref, Charlemagne. Avec l'avènement de la dynastie des Carolingiens, une nouvelle église, plus vaste, vient englober les édifices existants. On y perpétue la vénération des corps saints dans les salles souterraines, pendant que les messes sont célébrées au-dessus, dans une grande nef superposée aux cryptes. Mais, à l'entrée du second millénaire, Humbert d'Albon, évêque de Grenoble, rédige une charte par laquelle il donne l'église Saint-Laurent aux moines bénédictins de Saint-Chaffre-en-Velay. Le sanctuaire devient prieuré, pendant que dans tout l'Occident s'installe l'ordre féodal. Plus d'un siècle après l'installation des moines, le prieuré adopte le style roman. L'architecture est simplifiée, la contre-abside carolingienne est détruite pour laisser la place à un clocher-porche. Un cloître est aménagé au sud de l'édifice, pendant que le mur nord, prolongé jusqu'à l'Isère, devient un véritable rempart de protection. Peu à peu, les maisons du futur faubourg Saint-Laurent viennent s'installer à l'abri du prieuré. Le cloître s'agrandit au fur et à mesure de l'accroissement de la communauté monastique et le prieuré connaît son apogée, recevant des prieurs de haut lignage et abritant des actes assez importants pour requérir la présence de l'évêque et du dauphin. Puis viennent les guerres de religion, et avec elles, les épidémies de peste, les inondations, les pillages.
Sous l'impulsion du duc de Lesdiguières, de nouveaux dispositifs militaires sont construits autour de la ville et aux abords du prieuré, qui est à son tour restauré. En 1793, Francesco Tanzi réalise l'hôtel du Cœur roman. Au début du XIXe siècle, grâce aux interventions de Jacques-Joseph Champollion et de Prosper Mérimée, la crypte Saint-Oyen est classée monument historique. En 1978, sous la direction de René Collardel, d'importantes fouilles archéologiques sont entreprises sur l'ensemble du site. Pendant près de 20 ans, elles révéleront suffisamment de richesses pour que s'impose la transformation de l'église en musée archéologique. De ferveur en fureur, de splendeur en supplice, le site de Saint-Laurent a traversé le temps, en conservant, comme dans un grand livre ouvert, les traces additionnées de 2 millénaires d'histoire.